Ma femme a transformé notre anniversaire de mariage en une annonce de divorce devant 40 personnes. Ils ont même applaudi quand elle s'est déclarée libre à nouveau. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je ne la supplierai pas de revenir sur sa décision. Tout a commencé un jeudi soir quand Sophie est rentrée à la maison avec une énergie électrique qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. J'étais dans la cuisine, en train de revoir les délais d'un projet sur mon ordinateur portable, quand elle a franchi la porte de notre appartement du 16e arrondissement à Paris, vibrant pratiquement d'excitation. Nous devons aller dans un endroit spécial ce samedi, a-t-elle annoncé en posant son sac sur le comptoir. J'ai organisé quelque chose de vraiment important pour nous. J'ai levé les yeux de mon écran. Quel genre de chose? C'est une surprise. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Elle sautillait sur place comme une enfant le matin de Noël. Nous devons être au pavillon Dauphine à 19h précise. C'est pour notre anniversaire. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. C'était trop répété, comme si elle avait pratiqué cette conversation dans sa voiture en rentrant. Le pavillon Dauphine. J'ai fermé mon ordinateur. C'est plutôt chic pour une annonce du jeudi. Ça va être parfait. J'ai invité quelques amis pour célébrer avec nous. Elle se dirigeait déjà vers la chambre, me parlant par-dessus son épaule. Mets ton costume gris. Le beau. Je suis resté assis un moment, fixant l'endroit où elle s'était tenue. 7 ans de mariage m'avaient appris à lire ses humeurs, et celle-ci semblait fausse. Mais j'ai hoché la tête vers la cuisine vide et je me suis remis au travail, essayant d'ignorer le sentiment de malaise qui s'installait dans ma poitrine. Samedi après-midi, Sophie a passé 4 heures à se préparer. Elle avait rendez-vous chez le coiffeur à midi, est revenue, a refait son maquillage 2 fois, a essayé 3 robes différentes avant de choisir une robe de cocktail vert émeraude qu'elle ne portait que pour les grands événements. Je l'ai regardée se vérifier dans le miroir pour la 10e fois, ajustant ses cheveux, pratiquant son sourire. « Tu es superbe », lui ai-je dit en nouant ma cravate. « Merci. » Elle m'a à peine regardé, trop concentrée sur son reflet. « Tu te présentes bien toi aussi. » Le trajet vers le lieu de réception était étrange. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, d'envoyer des SMS, de le ranger, puis de le reprendre 30 secondes plus tard. Toutes les quelques minutes, elle me regardait avec cette expression bizarre, comme si elle étudiait mon visage pour y trouver quelque chose. « Alors, qu'est-ce qui nous attend exactement ?» ai-je demandé alors que nous entrions dans le parking souterrain. « Tu verras. Suis-moi simplement. »« D'accord. D'accord. » Nous avons traversé le hall et je pouvais entendre des voix et de la musique venant de l'un des salons privés. La main de Sophie était sur mon bras, mais on aurait dit qu'elle me dirigeait plutôt que d'être affectueuse. Quand nous sommes entrés dans la salle, je me suis figé. Il devait y avoir 40 personnes. Ses collègues de travail, des amis de fac, quelques visages que je reconnaissais de diverses soirées au fil des ans. Sa sœur Camille était là avec son mari. Tout le monde s'est tourné vers nous à notre entrée et un silence expectant est tombé sur la salle. Surprise, a crié quelqu'un, mais cela sonnait creux, comme s'il ne savait pas trop ce qu'il célébrait. Sophie s'est éloignée de moi et s'est dirigée vers le centre de la pièce. C'est là que j'ai vu le microphone dans sa main, et soudain j'ai compris. Ce n'était pas une fête surprise pour moi. C'était une performance et j'étais le public involontaire. Merci à tous d'être venus ce soir, a-t-elle commencé, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je vous ai invité ici, alors je vais aller droit au but. La salle est devenue plus silencieuse. Je pouvais sentir les yeux des gens passer d'elle à moi. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au mariage, aux relations, à ce que nous faisons tous vraiment ici. Elle a fait une pause comme si elle donnait une conférence TED. Et je suis arrivé à une conclusion. Le mariage est une institution dépassée conçue pour piéger les gens dans des situations qui ne leur servent plus. Ça y est, ai-je pensé. Alors ce soir, je veux annoncer à vous tous que je suis officiellement libre à nouveau. Je reprends ma vie en main. La salle a explosé. Les gens ont commencé à applaudir et à crier comme si elle venait d'annoncer qu'elle se présentait à la présidence. Sa sœur a poussé un cri de joie depuis le fond de la salle. Un type de son bureau a hurlé « Bravo ma belle !» Je suis resté là à regarder ce cirque se dérouler autour de moi et quelque chose a changé en moi. Pas de chagrin, pas de colère, juste ce moment de compréhension limpide. Elle avait orchestré tout cela pour m'humilier publiquement. Elle voulait que je supplie, que je pleure,
que je fasse une scène qui validerait le récit qu'elle s'était construit dans sa tête à propos de notre mariage. Elle s'est tournée vers moi avec cette expression d'attente, comme si elle attendait que je tombe à genoux et que je la supplie de reconsidérer. Le microphone était toujours dans sa main, espérant probablement que je le saisirais pour faire un discours désespéré sur combien je l'aimais. Au lieu de cela, je l'ai regardé pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai regardé la foule de gens qui applaudissaient encore mon humiliation publique. Puis j'ai fait la seule chose qu'elle n'avait clairement pas prévue. Je me suis retourné et je suis sorti. Pas de mots, pas de drame, pas de supplication, juste un simple demi-tour et une marche vers la sortie qui m'a semblé être la marche la plus longue et la plus courte de ma vie. Derrière moi, les applaudissements se sont complètement éteints. Je pouvais entendre sa voix soudainement incertaine, appelant mon nom, Michel, à travers le microphone, mais je ne me suis pas retourné, je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi, la laissant expliquer à 40 personnes confuses pourquoi son grand final venait de partir sans suivre le scénario. Je suis rentré chez moi vers 20h30 ce soir-là et je me suis versé un bon whisky. Pas parce que j'étais dévasté, mais parce que j'avais de sérieuses réflexions à faire, et un bon whisky m'aide à penser clairement. Elle n'est pas rentrée ce soir-là. Elle est probablement restée chez sa sœur Camille, s'attendant à ce que je l'appelle pour m'excuser de ne pas avoir joué mon rôle assigné dans son petit drame. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir de la cuisine et j'étais parfaitement d'accord avec ça. Dimanche matin, j'ai commencé à faire des changements. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le bloc-notes de mon téléphone, me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. La première action concernait les comptes bancaires. C'était dimanche, mais notre banque avait un accès complet en ligne. Je me suis connecté et j'ai retiré Sophie en tant qu'utilisateur autorisé de nos comptes chèques et d'épargne conjoints. Ensuite, j'ai transféré exactement la moitié du solde sur son compte personnel qu'elle avait ouvert il y a des années. Juste, pas méchant. J'ai changé tous les mots de passe et les questions de sécurité. Tout le processus a pris 20 minutes. Deuxièmement, j'ai appelé notre mutuelle, laissé un message vocal détaillé pour retirer Sophie de ma couverture santé, citant une séparation conjugale, effective immédiatement. Troisièmement, c'était le serrurier programmé pour lundi matin. Toutes les portes extérieures plus le code du garage réinitialisé. Puis est venue la partie la plus difficile. J'ai commencé à emballer ses affaires. Pas en colère, sans jeter les choses, juste de manière systématique et organisée. J'ai fait le placard, les tiroirs, la salle de bain. Tout ce qui était à elle allait dans des cartons. J'ai étiqueté chacun clairement et je les ai chargés dans ma voiture. À midi, j'avais loué un box de stockage chez Shurgard, box 247. J'y ai déplacé tous ces cartons, gardé le reçu, noté le code d'accès. À 14h30, je lui ai envoyé un SMS. Tes affaires sont dans le box de stockage numéro 247 chez Shurgard. Code d'accès 4729. Elle a appelé 3 minutes plus tard. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Sa voix était aiguë, incrédule. Tu es sérieux là? Tu viens de me bloquer l'accès à nos comptes. Tu as annoncé que tu étais libre. Les gens libres ont leur propre compte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que je suis officiellement libre à nouveau me semblait assez clair. Il faut qu'on parle. Je rentre à la maison. Non, tu ne rentres pas. Pardon? Tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires ne vivent pas chez moi. Notre maison. Vérifie l'acte de propriété. C'est mon appartement. Ça l'a toujours été. Tu vivais ici juste parce qu'on était mariés. Mais d'après ton petit discours d'hier soir, on n'est plus mariés. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil. Tu ne peux pas juste m'enfermer dehors. C'est ma maison aussi. C'était, au passé. Tu as fait ton choix devant 40 témoins. Je respecte juste ce choix. Tu es ridicule. Vraiment? Parce que je suis assez sûr que le ridicule, c'était d'annoncer notre divorce lors d'une fête surprise sans même avoir déposé une demande de divorce. Je suis juste pragmatique. Elle m'a raccroché au nez. J'ai fini mon café et je suis retourné organiser ses affaires, m'assurant de n'avoir rien oublié. 1 heure plus tard, elle martelait la porte d'entrée. Je pouvais la voir par la fenêtre, portant toujours cette robe verte de la veille,
semblant nettement moins soignée qu'elle ne l'était pour sa grande annonce. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'encadrement, sans l'inviter à entrer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé. « Rien du tout. Je me sens fantastique, en fait. Laisse-moi entrer. On doit parler de ça. Il n'y a rien à dire. Tu as été très clair hier soir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment ? Parce que le mariage est une institution dépassée et je suis officiellement libre à nouveau me semblait assez clair. Y avait-il un sens caché que j'ai manqué ? Son visage devenait rouge maintenant. Je voulais juste marquer le coup. Marquer quel coup exactement ? Que tu aimes m'humilier publiquement ? Que notre mariage signifie si peu pour toi que tu transformerais sa fin en divertissement pour tes amis ? Aide-moi à comprendre le but ici. Je voulais que tu te battes pour nous. Je voulais que tu montres de l'émotion. J'ai ri à ça. Donc, ton plan de génie était d'annoncer notre divorce publiquement, d'espérer que je fasse une scène en te suppliant de reconsidérer, et ensuite quoi ? Tu m'aurais gracieusement repris devant tout le monde ? C'était ça ton idée du romantisme ? Elle a ouvert la bouche, puis la refermée, puis la rouverte. J'avais juste besoin de savoir que tu tenais encore à moi. Je tenais à toi. Au passé, encore une fois. Mais voilà le truc avec le respect. Une fois que tu le perds, tu ne le récupères pas en expliquant pourquoi tu l'as jeté. Alors c'est tout. Tu abandonnes juste 7 ans de mariage. Je n'abandonne rien. Tu as déjà abandonné hier soir. Je ne fais que rattraper le retard. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans l'appartement, mais je n'ai pas bougé de l'encadrement de la porte. Tes affaires sont dans le box. Comme je l'ai dit, je le laisserai déverrouiller pour que tu puisses les récupérer quand tu veux. Mais tu ne vis plus ici. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Tu voulais être célibataire. Félicitations. Profite de ta liberté. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Elle a frappé dessus pendant environ 10 minutes de plus, criant à travers le bois que j'étais déraisonnable, qu'on devait parler comme des adultes, que je réagissais de manière excessive. Je suis allé à l'étage et j'ai pris une longue douche chaude. Le temps que je sorte, les coups avaient cessé et sa voiture avait disparu. Ce soir-là, elle a commencé à m'envoyer des SMS. De longs paragraphes expliquant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait juste que je montre que je tenais à elle, qu'on pouvait arranger ça si je la laissais juste rentrer et s'expliquer. J'ai lu chaque message et je l'ai supprimé sans répondre. Si elle voulait tellement être célibataire qu'elle l'avait annoncé publiquement, alors elle pouvait expérimenter ce que le célibat signifiait vraiment. Mon téléphone a sonné à nouveau vers 22 heures. J'ai répondu à la première sonnerie cette fois. Quoi ? S'il te plaît, parle-moi juste. 5 minutes. Laisse-moi expliquer. Tu as eu 7 ans pour expliquer ce que tu ressentais. Tu as choisi de le faire avec un micro devant 40 personnes au lieu d'avoir une conversation avec ton mari. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'importance de mes sentiments pour toi. Ce n'est pas juste. Juste ? Tu veux parler de justice ? La justice aurait été de me respecter assez pour discuter de tes problèmes en privé. La justice aurait été de ne pas transformer notre mariage en spectacle comique pour tes amis. Mais tu ne voulais pas de justice. Tu voulais du drame. Eh bien, voilà ton drame. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La maison était calme cette nuit-là. Paisible même. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en me demandant ce que j'avais fait de mal ou comment je pouvais réparer ce qui était cassé entre nous. Le lundi matin a apporté les conséquences auxquelles elle n'avait pas pensé. Le serrurier est arrivé à 8 heures et je suis resté assez longtemps pour le laisser entrer et lui donner des instructions avant de partir au travail. Le temps que j'arrive à mon bureau près de la Défense, j'avais 3 SMS d'amis communs qui avaient été à la fête. Alexandre Moreau a écrit « Mec, c'était dur ce qu'elle t'a fait samedi. Franchement, je me suis senti mal à l'aise en regardant tout ça. Bruno, hey, je voulais juste que tu saches que tout le monde n'était pas d'accord avec la façon dont elle a géré ça. » Un autre de quelqu'un que je connaissais à peine, il fallait du courage pour sortir comme ça. Respect. Apparemment, après que le choc initial se soit dissipé et que les gens aient eu le temps de réfléchir à ce dont ils avaient été témoins, l'ambiance avait changé. Ce qui ressemblait à une indépendance féminine valorisante samedi soir ressemblait beaucoup plus à de la cruauté publique à la lumière crue du lundi matin. Mardi,
Sophie s'est présentée à l'appartement pendant la journée. J'étais au travail, mais mon voisin m'a envoyé un SMS pour me dire que quelqu'un frappait à ma porte depuis 20 minutes. Quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot collé sur la porte, écrit à la hâte sur une feuille de cahier. Je l'ai jeté sans le lire. Mercredi matin, je me suis arrêté à mon café habituel près du bureau. Alexandre était là, l'air mal à l'aise quand il m'a vu. « Salut mec », dit-il en changeant de pied d'appui. « Salut. Écoute, je dois dire quelque chose. Ce qui s'est passé samedi. Ça n'est pas bien passé pour la plupart d'entre nous. C'était brutal à regarder. J'apprécie que tu le dises. » Il a hésité, puis s'est rapproché. Sophie envoie des SMS à tout notre groupe d'amis, essayant de nous convaincre de te faire parler, mais honnêtement, la plupart d'entre nous sont assez dégoûtés par toute cette histoire. Personne ne veut s'en mêler. Cela expliquait pourquoi ces appels étaient devenus moins fréquents. Elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde que tu étais émotionnellement indisponible, a continué Alexandre. Elle faisait croire que tu étais le problème, qu'elle était piégée. Mais quand tu es juste sorti calmement sans faire de scène, je ne sais pas, ça nous a tous fait réaliser que c'était peut-être elle qui était dramatique. Je l'ai remerciée et j'ai pris mon café. Sur le chemin de mon bureau, j'ai pensé à la rapidité avec laquelle le récit changeait. Les gens qui avaient applaudi son annonce se demandaient maintenant ce dont ils avaient réellement été témoins. Jeudi soir, je suis allé au club de sport CMG pour mon entraînement habituel. J'étais à la moitié de ma routine quand j'ai remarqué Sophie sur le tapis de course à travers la salle. Elle n'avait jamais fait de sport un seul jour de tout notre mariage. Mais elle était là, dans une tenue de sport flambant neuve, positionnée pour pouvoir me fixer directement. J'ai fini mes séries, je me suis dirigé vers les vestiaires et je l'ai trouvée qui m'attendait devant la porte des vestiaires hommes quand je suis sorti. « Pouvons-nous s'il te plaît parler ?» a-t-elle dit. Un membre du personnel nous a remarqués. « Tout va bien ici ?» C'est mon ex-femme, ai-je dit. Nous sommes séparés. Madame, je vais devoir vous demander de le laisser tranquille, a dit l'employé. Le visage de Sophie est devenu rouge. Elle m'a regardé, puis l'employé, puis moi. Sans un mot, elle est sortie en trombe. Le vendredi a apporté une approche différente. Je déjeunais avec Bruno dans une brasserie chic quand son téléphone a vibré. C'est la sœur de Sophie, a-t-il dit en regardant l'écran. Camille veut me rencontrer pour un café pour discuter de toi et Sophie. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit, tu as de bonnes raisons pour ce que tu fais et je ne m'en mêle pas. Il a posé son téléphone. Mec, elle est vraiment en train de perdre pied. Samedi après-midi, j'étais chez moi en train de lire quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Christine, la meilleure amie de Sophie depuis la fac. J'ai ouvert la porte. Christine avait l'air sincèrement bouleversée. Je dois m'excuser auprès de toi, a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Pourquoi? Pour ne pas avoir parlé samedi soir. Pour l'avoir laissé te faire ça. Pour avoir applaudi alors que j'aurais dû sortir. Elle a secoué la tête. Je l'écoute se plaindre de votre mariage depuis des mois et je pensais qu'elle avait peut-être raison. Mais maintenant je réalise qu'elle peignait un tableau qui n'était pas réel. Qu'est-ce que tu as vu samedi soir? Une femme humiliant un homme qu'il aimait clairement. Une femme si désespérée d'attention et de contrôle qu'elle détruirait son mariage publiquement juste pour prouver quelque chose. Elle avait l'air sincèrement honteuse. Et je l'ai aidée à le faire. Je l'ai aidée à réserver la salle, à coordonner avec les gens. Je pensais que ça allait être une sorte de renouvellement de vœux ou de réconciliation. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle prévoyait réellement avant vendredi soir. Et à ce moment-là, tout le monde était déjà invité. Elle a fait son choix. Tu étais juste là quand elle l'a fait. Elle s'effondre, tu sais. Plus personne ne veut être autour d'elle. Elle continue d'appeler, d'envoyer des SMS, de venir chez nous pour essayer de nous faire l'aider à réparer ça. Christine a croisé mon regard. Mais il n'y a rien à réparer. Elle a cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Après son départ, je me suis assis sur mon balcon avec une bière et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a une semaine, j'étais marié à une femme qui avait si peu d'estime pour moi qu'elle transformait nos problèmes de couple en divertissement public. Maintenant, j'étais libre de cette toxicité, et même ses amis les plus proches admettaient qu'elle avait eu tort. La deuxième semaine a apporté une escalade. Lundi matin, Sophie attendait près de ma voiture dans le parking du travail.
Je suis passé devant elle et je suis monté sans un signe de tête. Elle a frappé à la vitre en parlant à travers le verre de thérapie de couple et de seconde chance. J'ai démarré le moteur et je suis parti pendant qu'elle parlait encore. Mardi, elle est apparue au magasin bio pendant que je faisais mes courses. Elle m'a suivi dans le rayon des céréales, plaidant sa cause dans mon dos sur la façon dont nous pourrions arranger ça si je lui donnais juste une chance. J'ai fini mes courses et je l'ai laissé planter là entre le muesli et les cornflakes. Mercredi a amené les complices volants. La mère de Sophie, Diane Dubois, a appelé mon portable. Michel, ça affecte tout le monde. Vous ne pouvez pas régler ça tous les deux. Votre fille a annoncé notre divorce publiquement, Madame Dubois. Je ne fais que suivre le mouvement. Elle a fait une erreur. Elle a toujours été dramatique. Être dramatique, c'est faire un caprice. Ce qu'elle a fait, c'était une humiliation calculée. Il y a une différence. Mais vous êtes ensemble depuis 7 ans. Elle a choisi son public plutôt que son mari. Ce n'est pas un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. Je pense que vous êtes déraisonnable. Alors nous ne serons pas d'accord là-dessus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me culpabiliser davantage. Jeudi, j'étais de retour à la salle de sport quand j'ai remarqué Sophie sur le vélo elliptique, toujours dans ses vêtements de sport tout neufs, me fixant toujours. Quand je suis allé au vestiaire, elle m'a carrément suivi jusqu'à la porte et est restée là à attendre que je sorte. Le personnel de la salle a dû lui demander de quitter le bâtiment. Vendredi a été le sommet de son désespoir. Des fleurs sont arrivées à mon bureau avec une carte qui disait « Je suis désolé », d'une écriture qui ressemblait à la tentative de cursive d'un enfant. Puis, pendant ma réunion de 14 heures avec un client, un coursier chantant est arrivé. Une vraie personne dans un costume ridicule chantant une chanson sur le pardon pendant que mon client restait assis dans un silence confus. J'ai remercié le chanteur, je lui ai donné un pourboire de 20 €, et j'ai continué la réunion comme si de rien n'était. Mon client a été impressionné par la façon dont j'ai géré la situation. Il l'a même mentionné plus tard, disant que cela montrait un bon caractère sous la pression. Ce week-end-là, Sophie a commencé à poster sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu directement puisque j'avais bloqué ses comptes le lendemain de son annonce, mais des amis continuaient de m'envoyer des SMS à ce sujet. Des citations critiques sur la dépression et la solitude. De vieilles photos de nous ensemble avec des légendes sur des temps meilleurs et le fait de se battre pour l'amour. Des posts vagues sur le fait d'apprendre qui tient vraiment à vous. La section commentaires n'allait pas dans son sens. Apparemment, les gens demandaient pourquoi elle avait fait l'annonce publique en premier lieu. Certains me défendaient. Dimanche soir, elle avait tout supprimé. Dimanche soir, elle a tenté l'option nucléaire. Elle a appelé en prétendant avoir une sorte d'urgence, pleurant hystériquement qu'elle avait des ennuis et avait besoin d'aide. Quand je ne me suis pas immédiatement précipité, sa sœur Camille a appelé avec la même histoire. J'ai conduit jusqu'à chez Camille, mais pas parce que j'étais inquiet pour Sophie. J'y suis allé parce que je voulais voir exactement jusqu'où elle était prête à descendre. Sophie a ouvert la porte, parfaitement bien. Pas d'urgence en vue, juste des yeux rouges d'avoir pleuré et le désespoir écrit sur tout son visage. « Tu es venu » a-t-elle dit comme si cela prouvait quelque chose. « Ta sœur a dit que tu avais des ennuis. » Je vois que ce n'est pas le cas. Je m'en vais. Attends, s'il te plaît. Je voulais juste te parler face à face sans interruption. Donc, tu as menti à propos d'une urgence. C'est ton idée d'une communication mature. J'étais désespéré. Tu ne prends pas mes appels. Tu ne veux pas me voir. Tu ne veux même pas reconnaître que j'existe. Tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires n'ont pas le droit d'exiger de l'attention de leur ex-mari. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu l'as planifié, organisé, exécuté parfaitement. La seule erreur a été de supposer que je jouerais le jeu de ton drame. Elle m'a saisi le bras alors que je me tournais pour partir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je ne peux me concentrer sur rien. Tu me manques tellement. Ça me tue. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. C'est à ça que ressemblent les conséquences. Tu vas t'y habituer. Comment peux-tu être aussi froid? Tu as jeté 7 ans pour les applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Tu as choisi ton public plutôt que ton mari. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Je me suis libéré de son emprise et suis retourné à ma voiture. Elle m'a suivi,
parlant toujours, suppliant toujours, essayant toujours de négocier sa sortie du trou qu'elle avait creusé elle-même. Alors que je m'éloignais, je pouvais la voir dans mon rétroviseur, seule dans l'allée de sa sœur, comprenant enfin que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'on les a brûlés devant 40 témoins. La 3e semaine a apporté plus de la même chose. Lundi, Camille a appelé mon bureau prétendant que Sophie était en crise. J'ai demandé si elle avait besoin du SAMU. Camille a dit non, mais que Sophie luttait vraiment. J'ai dit à Camille que Sophie devrait appeler un psychologue et j'ai raccroché. Mercredi, une lettre manuscrite de 6 pages est arrivée à mon bureau. Excuses, promesses, explications sur la façon dont elle voulait juste que je me batte pour nous. J'ai lu la première page et je l'ai jetée. Quand Bruno a demandé si j'avais tout lu, j'ai dit que j'avais eu le résumé. Vendredi soir, j'étais sorti avec des collègues au pub The Criqueté. Nous regardions le match quand Sophie est entrée avec ses amis. Il était évident qu'elle savait que je serais là. Alexandre avait posté notre localisation sur Instagram. Elle s'est approchée de notre table. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Nous regardons le match. S'il te plaît, pars. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai regardé mes collègues. C'est la femme qui a annoncé notre divorce lors d'une fête surprise il y a 3 semaines. L'un d'eux a sifflé, « Waouh, c'était toi ». Cette histoire a fait le tour de la ville. Le visage de Sophie est devenu écarlate. Ne fais pas ça ici. Faire quoi? Dire la vérité? Je pensais que tu étais pour les annonces publiques. Elle est sortie en trombe. Mes collègues m'ont regardé avec un mélange de sympathie et de respect. Ça demandait du courage, a dit l'un d'eux. Sortir comme ça semblait juste être la bonne chose à faire. Mardi de la 4e semaine, mon frère Thomas a appelé de Nantes. Notre mère lui avait parlé de la situation. Je voulais juste prendre des nouvelles, a-t-il dit. Voir comment tu tiens le coup. Je vais bien. En fait, mieux que bien. Maman a dit que Sophie appelait tout le monde pour essayer de faire pression sur toi. Elle le fait. Ça ne marche pas. Tant mieux. Tu sais, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer par respect. Elle a détruit ça elle-même quand elle a transformé votre mariage en spectacle. Nous avons parlé un moment. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur à la situation valider ma réponse. Thomas avait toujours été direct et son soutien signifiait quelque chose. Jeudi soir de la 4e semaine, tout a atteint son paroxysme. J'étais seul à la maison, m'étant préparé une entrecôte parfaite, ayant ouvert une bouteille de Bordeaux que je gardais. Il y avait un match à la télé et je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Vers 21h, il a commencé à pleuvoir. Pas juste une pluie normale, mais une de ces averses parisiennes torrentielles qui vous rendent reconnaissant d'être à l'intérieur avec un toit au-dessus de la tête et un bon repas. À 21h30, j'ai entendu frapper doucement à la porte d'entrée de mon immeuble. Je vis dans un immeuble sécurisé, alors je suis allé à l'interphone. À travers la caméra, je pouvais voir Sophie debout dehors sur les marches. Elle était trempée. Pas de parapluie, pas de veste, juste un jean et un t-shirt collés à son corps. Ses cheveux étaient plaqués, le mascara coulait sur ses joues. Elle avait l'air d'être là depuis un moment. Elle a frappé à nouveau, plus désespérément cette fois. Je pouvais entendre sa voix à travers le haut-parleur de l'interphone. « S'il te plaît, laisse-moi juste entrer. On doit parler. » Je suis resté là à la regarder à travers la caméra de sécurité, prenant la mesure de la situation. C'était la même femme qui s'était levée devant 40 personnes il y a 4 semaines, micro en main, annonçant que le mariage était dépassé et qu'elle était libre à nouveau. La même femme qui avait planifié cette humiliation pendant des jours, invité un public pour en être témoin et s'attendait à ce que je mendie son pardon. Maintenant, elle mendiait sous la pluie. L'ironie était parfaite, mais je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de vindicte, pas d'envie de jubiler. Juste un vide là où mes sentiments pour elle se trouvaient autrefois. « Je sais que tu es là », a-t-elle dit à travers le haut-parleur. « Je peux voir la lumière à ta fenêtre. S'il te plaît, juste 5 minutes. 5 minutes. » C'est tout ce qu'elle voulait maintenant. 5 minutes pour essayer d'effacer 4 semaines de conséquences, pour effacer 7 secondes d'humiliation publique. Je me suis éloigné de l'interphone et je suis retourné dans mon salon, j'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une gorgée. L'entrecôte refroidissait, mais elle avait toujours un goût parfait.
Les coups ont continué pendant encore 10 minutes. Parfois doux et implorant, parfois désespéré et exigeant. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs et la pluie, étouffée mais persistante. Je n'ai pas essayé de distinguer les mots. Finalement, les coups ont cessé. J'ai regardé le moniteur de sécurité à nouveau. Elle était assise sur les marches d'entrée de l'immeuble, voûtée, la tête dans ses mains. La pluie tombait toujours sur elle. Une partie de moi se demandait combien de temps elle resterait assise là. Une partie de moi se demandait si c'était une autre performance conçue pour me faire sentir assez coupable pour la laisser entrer. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Fatigué du drame. Fatigué de la manipulation, fatigué d'être traité comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre sur l'émancipation et l'indépendance. Elle avait fait son choix ce soir-là au pavillon Dauphine. Elle avait choisi son public plutôt que son mari. L'humiliation publique plutôt que la conversation privée. Les applaudissements plutôt que le respect. Chaque conséquence qui a suivi n'était que le résultat naturel de ce choix. J'ai fini mon vin et je suis monté me coucher. De la fenêtre de la chambre, je pouvais voir qu'elle était toujours là, toujours assise sous la pluie comme une sorte d'héroïne de film tragique attendant sa scène de rédemption. Mais ce n'était pas un film. C'était la vraie vie où les actions ont des conséquences et certaines erreurs ne peuvent pas être réparées avec des larmes sous la pluie. J'ai fermé les rideaux et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle était partie. Il y avait un morceau de papier trempé collé à la porte d'entrée de l'immeuble, probablement une lettre qu'elle avait écrite en étant assise là. Je l'ai jeté sans le lire. La 5e semaine a apporté ses dernières tentatives. Pendant le week-end, Sophie a laissé 8 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Lundi matin, j'ai changé de numéro et ne les donné qu'aux contacts importants. Mardi, Camille s'est présentée à mon bureau à nouveau. Cette fois, elle a passé l'accueil. Je l'ai rencontrée dans le hall, refusant d'aller dans un endroit privé. Elle s'effondre, a dit Camille. Elle ne mange pas, ne dort pas. C'est malheureux. Comment peux-tu être aussi froid? Elle a annoncé notre divorce à 40 personnes sans en discuter avec moi. Elle a fait de notre mariage un divertissement. Ce sont ses conséquences. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Elle l'a planifié pendant des jours, a loué une salle, a invité des gens. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Elle t'aime. Elle aime avoir le contrôle. Il y a une différence. Alors c'est tout. Ces temps ne signifient rien. Il signifiait tout jusqu'à ce qu'elle décide qu'il signifiait moins que les applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Camille est partie en pleurant. Je suis remonté et j'ai conclu une affaire importante cet après-midi-là. Mon patron m'a félicité d'être resté concentré malgré mes problèmes personnels. Ma vie professionnelle prospérait pendant que ma vie personnelle se réglait d'elle-même. Jeudi, j'ai retrouvé Alexandre et sa femme pour prendre un verre et dîner. Alexandre m'a dit que Sophie avait quitté Paris. Elle est partie juste après que Camille a essayé de te faire parler mardi, a-t-il dit. Elle est allée rester chez une amie de fac à Lyon, essayant de prendre un nouveau départ je suppose. Probablement pour le mieux. Ouais, elle a perdu la plupart du groupe d'amis à cause de ça. Même Camille a arrêté de lui parler pendant un moment. Elle a dit qu'elle se sentait utilisée par toutes les tentatives de manipulation. Comment sa mère le prend, Diane? J'ai entendu dire qu'elle a dit à Sophie qu'elle était déçue de la façon dont elle avait tout géré. Cette femme a toujours accordé beaucoup d'importance aux apparences et toute cette histoire l'a embarrassée. J'ai hoché la tête, absorbant tout cela. Sophie perdait tout ce qu'elle pensait gagner par son grand geste. La validation sociale, le système de soutien, le contrôle du récit, tout cela s'effondrait parce que les gens finissent par voir à travers les performances. Vendredi, je suis allé faire une longue promenade au jardin des Tuileries. C'était une belle journée de fin d'automne, les feuilles virant à l'orange et au rouge, l'air vif qui semblait propre dans mes poumons. J'ai remarqué à quel point je me sentais en paix. J'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi content depuis des mois. La relation se détériorait depuis plus longtemps que je ne me l'étais avoué. Son annonce avait juste clarifié ce qui était déjà brisé. La 6e semaine a apporté la clôture sans contact. Lundi matin, une enveloppe d'un avocat est arrivée à mon bureau. Sophie demandait le divorce. Les papiers étaient standards, consentement mutuel, division égale des minimes biens matrimoniaux que nous avions accumulés.
Nous avions un contrat de mariage en séparation de biens qui protégeait mon appartement, dont j'avais hérité de mes grands-parents. Pas de prestations compensatoires demandées. J'ai tout signé immédiatement et je l'ai renvoyé le jour même. Vendredi soir, je me tenais à la fenêtre de mon salon, regardant les toits de Paris. Les lumières de la ville scintillaient contre le ciel qui s'assombrissait. J'ai pensé aux 6 dernières semaines, à l'annonce surprise, aux retombées, aux tentatives de manipulation, à la supplication trempée de pluie sur mon pas de porte. Je ne ressentais aucune colère, aucun regret, juste de la clarté sur ce que signifie le respect dans une relation. L'amour sans respect n'a pas de sens. L'humiliation publique détruit la confiance de façon permanente. Certains ponts, une fois brûlés publiquement, ne peuvent pas être reconstruits avec des excuses privées. Partir avec dignité vaut mieux que rester pour le drame à chaque fois. J'ai pensé à Sophie quelque part à Lyon essayant de reconstruire une vie qu'elle avait démolie pour les applaudissements de 40 personnes. J'espère qu'elle a appris quelque chose de tout ça, mais surtout j'espérais qu'elle me laisserait tranquille. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Bruno. Un verre de main? On se rassemble avec quelques gars. Ouais, ça marche. J'ai répondu. La vie avançait. C'est tout ce qu'elle avait besoin de faire. 3 mois plus tard, c'était début février. Le divorce avait été finalisé en janvier. J'avais été promu directeur dans mon entreprise. Je voyais quelqu'un, rien de sérieux, pas de précipitation. J'avais repris contact avec des amis qui s'étaient éloignés pendant mon mariage. Inscrit à une nouvelle salle de sport, fait un week-end de ski dans les Alpes avec Bruno et d'autres gars. La vie était stable, satisfaisante, tournée vers l'avenir. J'ai entendu par des amis communs que Sophie était toujours à Lyon, travaillant dans une petite agence de marketing. Elle avait complètement perdu contact avec le groupe d'amis de Paris. Ses réseaux sociaux étaient presque inactifs. Quelqu'un qui l'avait vue a dit qu'elle était différente maintenant, plus calme. Apparemment, l'histoire de son annonce l'avait suivie. Quelqu'un à Lyon connaissait quelqu'un qui avait été à la fête. Les réputations sont des choses étranges. Elles voyagent plus loin qu'on ne le pense. Un matin, je me suis arrêté à mon café habituel avant le travail. J'attendais ma commande quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Michel. Je me suis tourné. Diane Dubois, la mère de Sophie, se tenait là, l'air mal à l'aise. Madame Dubois, comment allez-vous? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à vous voir. Elle a hésité. Je voulais m'excuser auprès de vous. Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. J'ai élevé Sophie pour qu'elle vaille mieux que ce qu'elle a fait. La façon dont elle vous a traité, dont elle vous a humilié publiquement. J'ai honte de son comportement. J'apprécie cela. Elle est à Lyon maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu. Elle est différente maintenant. Elle réalise ce qu'elle a perdu, mais je lui ai dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut réparer. Non, ça ne l'est pas. Vous avez tout géré avec une grâce remarquable, Michel. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, en fait. Bien. Vous méritez ça. Nous nous sommes séparés cordialement. J'ai marché vers mon bureau en pensant à cette rencontre. Je n'ai rien ressenti au sujet des regrets de Sophie. Aucun désir de jubiler ou de renouer, juste un chapitre clos dans un livre que j'avais déjà rangé sur l'étagère. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner dans mon appartement calme. Musique jouant, vin s'aérant sur le comptoir. J'ai pensé à la façon dont les gens me demandent parfois si je regrette ma réponse à l'annonce de Sophie. Si je pense que j'aurais dû lui donner une autre chance, faire preuve de clémence, être la personne la plus mature, ma réponse est toujours la même. Absolument pas. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut perdre et récupérer en s'excusant. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut briser publiquement et réparer en privé. Et la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut sacrifier pour des applaudissements et ensuite réclamer avec des larmes. Elle voulait tellement être libre qu'elle en a fait une célébration publique. Je lui ai juste donné exactement ce qu'elle demandait. Pas de regret, pas de doute. Certaines décisions, une fois prises, n'ont pas besoin d'être revisitées. 5 mois ont passé depuis cette nuit au pavillon Dauphine. Je suis en lice pour devenir vice-président de mon entreprise. Je sors avec quelqu'un qui comprend que le respect est la fondation de toute relation qui en vaut la peine. Et Sophie est quelque part à Lyon, vivant avec les conséquences d'avoir transformé notre mariage en divertissement.
Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous humilier est simplement de refuser d'être humilié. Laissez-les là avec leur microphone et leur public, parlant dans le vide pendant que vous partez avec votre dignité intacte. Les personnes qui valent la peine d'être gardées dans votre vie vous respecteront pour cela. Celles qui ne le font pas ne valaient de toute façon pas la peine d'être gardées. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai regardé les lumières de la ville. La vie était belle, paisible, exactement ce dont j'avais besoin depuis le début. Et quelque part là-bas, 40 personnes qui avaient applaudi la cruauté d'une femme avaient appris une leçon précieuse sur la différence entre l'émancipation et l'humiliation, sur les conséquences de transformer la douleur de quelqu'un en votre divertissement. J'espère qu'ils s'en souviendront la prochaine fois que quelqu'un leur demandera d'être le public du drame de quelqu'un d'autre. Quant à moi, j'en avais fini d'être le personnage secondaire de qui que ce soit. Ma vie m'appartenait à nouveau. Libre de la manière qui compte vraiment. Pas libre de tout engagement, mais libre du manque de respect. Et ça, j'ai appris que ça fait toute la différence.